Bonsoir. Salut. Comment ça va les gens? Moi ça va. C'est une journée assez calme, on peut dire. En calme. Pas eu grand chose quoi. Bon, alors aujourd'hui, on va continuer l'écriture de l'arc Angleterre et bon, on va l'avancer, on va voir. Donc, je vous affiche le bon truc. Ah, voilà, voilà. Ok. Voilà. Donc, pour les gens qui arrivent sur la rediff ou sur ce live, donc on a commencé une petite histoire avec comme base cette personne, du coup Lucie Farrell, et ce background. Et nous avons par la suite créé ses pouvoirs par rapport à son vécu. Et du coup, on a essayé de, enfin, on a fait une histoire qui reste cohérente dans la continuité et qui va en même temps intégrer tous ces éléments. Bon, alors, petit résumé rapide, on va relire vite fait ce qu'on a écrit. Donc, Lise, après avoir fini ses objectifs initiaux et retournant dans l'Empire britannique, en retournant dans l'Empire britannique, pardon, l'équipe se rend dans son village natal, Ibishrichton. Cependant, le petit village qu'elle a connu a maintenant laissé place à une grande ville en pleine expansion. Alors qu'ils se baladent dans les rues de cet environnement inconnu pour les natives, ils entendent une rumeur. Apparemment, depuis quelques mois, des fantômes errent dans les rues de la ville la nuit. Donc, situation de départ. Alors qu'ils passent la nuit dans un des hôtels de la rue, des bruits suspects les font sortir du bâtiment. Ils voient des esprits vengeurs en train de se battre contre une jeune fille. Lise tombe choquée par le visage de cette dernière. Elle y reconnaît le visage de Lucie Farrell, son amie d'enfance. Lucie aussi la reconnaît et saute en pleurant dans ses bras. Elle discute et Lise apprend que Lucie est morte peu de temps après leur séparation. Et depuis sa mort, donc, elle est disciple d'une déesse, Ereshkigal. Ereshkigal, c'est la déesse mésopotamienne des enfers. Donc c'est l'équivalent de notre Hadès, quoi. Elle a élu domicile dans la ville, car les morts qui hantent les rues viennent de son royaume souterrain, et elle veut résoudre ce problème. Donc Lucie retourne auprès de sa maîtresse, et le lendemain, notre équipe se divise pour faire son enquête. Il commence par interroger les habitants de la ville à propos des fantômes, et récolte quelques infos. Mais lors de leur recherche, ils croisent un Dullahan hantant un centre commercial. Après une escarmouche avec lui, l'équipe apprend qu'il hante ces lieux car son ancien lieu de vie a été détruit par l'expansion rapide de la ville. Alors oui, le Dullahan hante ce lieu parce que le centre commercial a été construit sur l'ancien cimetière qu'il gardait. Voilà pourquoi. Donc, cependant, il ne peut quitter son lieu car il est ancré ici, comme souvent les esprits vengeurs le sont. Pas le son, nickel. Juste régler, je vais me faire un retour vidéo à l'arrache. Lucie lui propose alors un contrat pour lui en faire son familier et le libérer de ses chaînes. Du coup, il accepte le contrat et il commence à patrouiller dans les rues pour lui aussi chercher le point d'apparition des esprits vengeurs. Voilà. Alors, le Dullahan, on lui a donné un nom et on lui a créé tout un background. Je vous propose, non, je vous conseille d'aller voir les lives tant qu'ils sont dispo. Autrement, bon, attendez, pour être sûr, je vais juste DL mes lives, les derniers lives qu'on a fait pour trier les infos.
non, c'est un live, d'Isabelle, CRH, on est bonne ambiance. Le seul défaut de mes lives, c'est qu'il y a pas de musique parce qu'autrement j'ai de l'écho sur ma voix. Ah ouais, c'est terrible, hein, vraiment. Bon, Twitch, est-ce que tu t'allumes? Pendant qu'il s'allume, explore et enquête du coup. Et leur enquête attire l'attention des membres de la branche d'Allemagne de ce pays. Parce qu'en gros, là, ils enquêtent, mais je ne sais pas sur ordre, ils enquêtent juste personnel. Allemagne envoie une équipe pour enquêter sur les actions de nos héros. Donc, ils enquêtent sur pourquoi nos héros enquêtent, hein. Et donc, cette équipe, elle regroupe Anna et ses collègues. Alors, on a aussi fait les personnages de Anna et des autres. Donc, je vous propose aussi d'aller voir mes anciens lives si vous êtes intéressé par ces personnes. Je peux bien démarrer. Ouais. Ça doit être parce que je suis en train de live en même temps, du coup il rame un peu. Vidéo. Juste c'est le download de tout. Un de mes derniers lives quoi. Ça dure combien de temps? Normalement c'est disponible genre 2 semaines, non? Je sais plus. Au pire, si les lives de 2 semaines ne sont pas dispo, je referai des vidéos pour expliquer ce qu'on a raconté dans les lives. Genre refaire l'histoire de Lucie et tout, mais en une vidéo. Toutes les vidéos, pof, pof, pof. Mais c'est quand même plus sympa quand il y a le live et tout, quoi. Ça a l'air d'être jouable. Ça fait que 3 lives qu'on est dessus. Ah ouais, ça fait pas très longtemps. Je pensais que ce serait plus long. Bon. Du coup, Anna et ses collègues, pour résumer, c'est des nobles qui, enfin pas tous ses collègues, mais la majorité, c'est soit des nobles, soit des servants de nobles. C'est une équipe de 4, hein, comme l'équipe de Lyon. Et bon, ils sont. En fait, il y a un des personnages, il est là pour vraiment essayer d'améliorer son statut social, essayer de l'améliorer. Il y en a un autre, il est là pour fuir son statut social parce qu'il n'a pas envie de subir tout ce qu'il a, enfin, toutes les responsabilités qui viennent avec. Il y en a un autre, une autre, c'est l'ami d'enfance d'un des autres personnages. Et enfin, le dernier, c'est le garde du corps d'un des nobles. Voilà, je sais, ça doit pas être très clair, mais en gros, c'est ça. Bref. Et donc, Anna et ses collègues viennent interroger l'équipe qui leur explique la situation. Bon, Anna leur dit qu'ils n'ont pas l'autorisation de mener cette enquête. Normal, ils font ça. C'est une enquête personnelle, hein.
et elle va en gros reprendre l'enquête à la place de l'équipe. Et ils vont forcer l'équipe à quitter la ville où ils sont parce que l'équipe voulait enquêter. Elle voulait continuer son enquête, mais vu qu'ils ont refusé les ordres, eh bien, ils sont exilés de la ville. Du coup, suite à l'exil forcé de cette ville, l'équipe va se réfugier chez une connaissance de Lise. Un couple de pêcheurs, par exemple, près les berges d'un lac, pas très loin, le lac Viviane. L'équipe d'Anna reprend les recherches et tombe par hasard sur une ombre se faufilant dans la nuit. En la suivant, ils arrivent à la coincer grâce aux paroles déblatérées par l'ombre. Discord se propage et il arrive à fuir. Donc ouais, on a aussi dit qui était cette ombre. Donc CF, l'ancien live, du coup. Voilà. Moi, je suis en train de lancer le téléchargement des vidéos Twitch. C'est pour ça que ça galère un peu. Ouais, l'ombre, c'est un... J'ai plus le nom en tête. Tellement de noms de perso, j'ai pas retenu. La liste des persos, où est-ce qu'elle est? Hop, 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 hop. Normalement, elle est là. Liste des personnages, voilà. Ouais, j'ai du mal à retenir les noms de mes persos que je crée moi-même. Ouais, j'ai déjà 18 de persos, je peux pas non plus tenir. Alors, le perso, c'est un Riem. Et le Riem qui se met à Discord dans cette ville, c'est Stamel. Sthamel. Stamel. Voilà. Et un Riem, bon, je sais pas si je fais une petite vidéo dessus. Est-ce que ça vaut le coup si je fais une petite vidéo dessus? Je peux faire une petite vidéo pour expliquer c'est quoi un Riem. Est-ce que ça vaut le coup, les gars? Allez, je fais une petite. Je vais expliquer en live et puis je vais me record du coup. Je regarde juste là. Ouais, je savais. 2 secondes. Je lance la vidéo de la dernière. Non, voilà, juste. Et après, je vous explique ce que c'est. Hop là. Bon. Je vais changer la capture de mon écran. Juste. Allez, je change la capture de mon écran. Et je vous explique ce qu'est un Riem. Liste des persos. Voilà. Ça, on coupe. Nickel. Alors, les Riem. Les Riem, c'est un peuple de démons qui vivent sur un autre plan d'existence, en fait, et dont le but, c'est de maintenir l'équilibre des forces lors de la mort d'un individu. Parce que dans mon univers, l'individu, quand il meurt, son corps et son esprit se détachent, et lors de cette séparation, il y a une énergie qui sert de ciment pour les deux, et ça s'appelle le Kaal. Et le Kaal, alors je vais zoomer, c'est là, le Kaal, là,
c'est une énergie donc qui sert à lier les deux, et les Riem se nourrissent de cette énergie. Et pour ça, il y a une loi, une sorte de règle tacite que les Riem ont chez eux, qui est de se nourrir que du Kaal libéré par les individus morts sans provoquer leur mort, quoi. Genre lors de guerres ou juste de mort naturelle, ce genre de choses. Mais depuis qu'un nouveau chat, donc un chat c'est un des chefs de tribu des Riem, depuis qu'un des chats est monté au pouvoir, cette règle a été violée, et maintenant les Riem sont de plus en plus actifs dans notre plan d'existence pour provoquer le chaos et tuer plus de gens. En fait, ils ne vont pas tuer directement les gens, en fait, les Riem. C'est plus sournois que ça. Ça veut dire qu'ils vont trouver des lieux potentiellement, là où il y a du grabuge de base. Alors, par exemple, je sais pas, si on est au Moyen Âge et qu'il y a un duc qui veut renverser le roi, eh bien le Riem va aller voir le duc et va inciter encore plus le duc dans son plan pour que ça prenne encore plus d'ampleur, et il va en gros l'aider à créer un plan encore plus gros, qui va peut-être être pas plus efficace. C'est pas qu'il est plus efficace, c'est qu'il va provoquer plus de victimes. Donc le Riem, c'est ça, c'est à la base un monstre, une créature censée préserver l'équilibre, mais qui, sous un nouveau régime du chat, est devenu un instigateur de guerre, et qui va oui, souffler sur les braises du conflit pour en faire des flammes dévorantes et rendre le carnage encore plus violent. Voilà, c'est ça un Riem en gros. Et du coup, le Riem de notre histoire, de l'arc Angleterre qu'on est en train d'écrire, Stamel, c'est donc un Riem qui, lui, a pour objectif de mettre à feu et à sang l'Empire de Bretagne. Et donc lui, en fait, il est allé voir des dieux qui avaient une certaine jalousie. Cela, là, lui, il est allé voir Nergal, et en fait, il a monté un plan avec lui pour que Nergal atteigne son objectif et pour que Stamel puisse tirer profit de ça. Bon, c'est dans les lives, hein, donc de toute façon, c'est un arc qu'on a écrit ensemble, donc il n'y a pas de souci du spoil. C'est que Nergal, en fait, il veut devenir le seul maître dans les enfers des Rechigal, parce que, en fait, dans les enfers mésopotamiens, il y a deux, deux entités qui gèrent un peu ça. Il y a Nergal, du coup, qui est le mari d'Ereshkigal, et Ereshkigal, qui est la maîtresse attitrée des enfers. C'est vraiment elle qui gère le cousin tout en entier. Donc Nergal, lui, a une jalousie dans mon histoire, hein. Il est jaloux d'Ereshkigal à ce niveau-là, parce que il estime qu'il est plus performant qu'elle en tant que dirigeant. Et Stamel va profiter de ce point faible dans la psychologie de Nergal pour jouer dessus et monter un plan qui va s'allier avec ses objectifs de raser ou mettre le plus en chaos l'Empire de Bretagne. Donc ils vont, avec l'aide de Nergal, perturber la formation runique au-dessus des enfers mésopotamiennes, donc des enfers des Reshkigal, pour qu'il y ait une fuite d'esprits vengeurs,
Et en fait, Nergal va ensuite accuser Ereshkigal d'être une mauvaise dirigeante pour d'avoir les pleins pouvoirs sur ce royaume. Parce qu'en fait, ça n'est que la première étape du plan de Nergal, parce que Nergal, il est certes jaloux d'Ereshkigal, mais il veut surtout devenir plus fort. Et dans mon histoire, hein, je me base sur des mythes existants, mais je les remanie à ma sauce. Dans mon histoire, An, le père des dieux et le dieu du ciel dans la mythologie mésopotamienne, il est dans les tréfonds des enfers mésopotamiens. Et son corps n'est accessible que avec un objet que Ereshkigal possède. Et Nergal veut accaparer cet objet pour accéder à Anne afin qu'il puisse devenir plus puissant que son père Enlil. Et donc c'est ce qui se trame en arrière-fond de l'histoire d'Angleterre. Et ceci, c'est ce qui va composer du coup la fin de cet arc, le côté révélation de qui est celui qui tire les ficelles, qui pourquoi, avec qui il collabore, dans quel but, ça va être du coup révélé dans la fin de l'histoire. Voilà, j'espère que pour les gens qui regardent la VOD, ils comprendront mieux que ça. Et voilà. Bon, là, pour les gens qui regardent la VOD, j'étais en train de record une vidéo YouTube. Voilà, Twitch Studio permet de record des vidéos en plus. Du coup, j'en profite. Voilà. Je vais juste vérifier qu'elle est bien arrivée. Hop, est-ce qu'elle est là? Je ne la vois pas, c'est terrible ça. Quelque part, je vais la chercher tout à l'heure. On va ouvrir la liste des persos, on sait jamais, ça peut être utile. Est-ce que le DL est bientôt fini? Oui, il est bientôt fini. Donc je vais pouvoir mettre les VOD. C'est bien. Une petite série à suivre, ça pourrait être sympa pour les gens qui n'aiment pas forcément les lives. Il faudra aussi que je refasse une vidéo pour expliquer bien correctement la Vicrée. Ouais. Hop. Oui, bon, de toute façon, là, je suis quoi? Je suis tout seul, non? On s'en fiche? Ouais. Ah, je parle beaucoup, même si je suis tout seul, on s'en fiche. C'est pour les gens qui regarderont la VOD ou la rediff sur Twitch. Donc, nous sommes arrivés à là, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, Stamel, en fait, un Riem, c'est une créature du coup qui appuie beaucoup sur les points faibles au niveau sur le plan psychologique. C'est pour ça que c'est une créature très compliquée contre laquelle se battre. Et l'un des gros points faibles, de l'équipe de nobles de la branche d'Allemagne d'Angleterre, c'est qu'ils ont chacun certains problèmes qui font qu'ils ont une certaine pression psychologique assez
facilement exploitable pour un Riem. Un Riem n'a pas besoin de grand-chose pour exploiter les défauts d'une personne. Bref. Et donc pendant que ça se déroule, Helios et les autres enquêtent sur une rumeur d'un fantôme du lac, le fantôme de Lionel de Gaune. On le verrait pêcher à la lueur de la lune les soirs où le ciel est dégagé. C'est ça, la rumeur, c'est ça. On verrait un fantôme pêcher près des rives du lac. Et ce fantôme serait Lionel de Gaune. Alors, du coup, une nuit, il voit le fantôme sur le lac et il s'en approche, du coup. Mais ce dernier les attaque sans prévenir et un combat se lance. Et en fait, le combat s'arrête aussi brutalement qu'il a commencé parce que Lionel de Gaune était plus surpris qu'autre chose. Et il a attaqué par réflexe, quoi. Il se sentait dans un environnement, pas à son aise, dira-t-on. Merde, attends, est-ce qu'il est là? Il est peut-être là, hein. Je sais pas. Je cherche ma vidéo en même temps que je fais la VOD parce que, quand même, c'est con, quoi. Au pire, je peux toujours découper après dans la VOD de base, mais c'est un peu chiant. Bon. Donc, Lionel, donc, ils arrêtent de se battre et ils discutent comme ça. Et en fait, Lionel de Gaune, il raconte qu'il est arrivé du coup au lac Viviane après la bataille contre l'armée de Mordred. C'est la bataille historique dans la légende arthurienne où le roi Arthur meurt à des mains de son fils bâtard Mordred. C'est la bataille de la plaine de Canaan ou c'est un truc comme ça, je suis pas sûr. Et donc, il y a eu une porte du temps qui s'est ouverte à ce moment-là, et il a été transporté ici. Et du coup, il a été dans les vapes, il est tombé. Lui, dans la légende arthurienne, il était aussi censé être mort dans cette bataille, mais dans mon histoire, moi, il a survécu. Et après, dans la légende arthurienne, ils n'avaient pas des portails pouvant faire voyager dans les périodes temporelles différentes. Bon, après, voilà quoi. Du coup, les eaux du lac ont soigné Lionel de Gaune, et vu qu'il ne connaissait pas les lieux, plus que ça, il a décidé de rester autour du lac ces années. En fait, du coup, ce n'est pas un fantôme, c'est vraiment Lionel de Gaune. Et Lionel de Gaune, je vais juste regarder sa description pour pas dire de conneries. On en a fait une sorte de guerrier viking à la limite. Il possède une gigantesque tache de naissance sur la poitrine, et c'est une tache en forme de lion en fait. Et, il arbore fièrement cette tache avec torse nu. Il se bat la masse, la masse à pic là. Et il peut créer des ronces pour lacérer ses adversaires. Il a une grosse barbe rousse écarlate et une musculature saillante, et il a gardé son ancienne armure de chevalier que le bas. Il a gardé juste la tassette et les bottes. Du coup, voilà, c'est vraiment une sorte de mix chevalier viking. Et ouais. Et en fait, pour les gens qui se posent la question, les ronces, c'est parce que dans la légende arthurienne, Lionel de Gaune, il a été une ou deux fois, il a été 2 fois torturé. Et ça a souvent été par flagellation avec des ronces. Du coup, il a gardé ça comme vicré, voilà, pour rester dans le thème. Et donc, nous arrivons enfin à là où on s'est arrêté. Magnifique. Après une demi-heure de live, on arrive enfin à l'activité principale du live qui est écrire. C'est parfait. Donc, le Boggs, il arrive. Enfin, ils font connaissance. Pardon.
Donc ils font connaissance et qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Telle est la question, qu'on se pose, hein, parce que là on est là, dites-vous qu'on doit arriver à un moment, à un chemin qui nous mène jusqu'aux enfers mésopotamiens avec une baston contre un dieu, d'accord les gars? Là on est sur la légende arthurienne. Bienvenue chez Vicré. Bon, donc ils font connaissance, peut-être, ils peuvent peut-être collaborer, ça peut être ça. Ou alors, il y a une autre chose qui se passe. Alors l'idée de base que j'avais, moi, c'était, ils restent dans leur coin, mais ils retournent en ville que lorsque l'un des 4 membres de la branche d'Allemagne d'Angleterre vient leur demander de l'aide parce que ils n'arrivent pas à gérer. En fait, c'était ça mon idée. Du coup, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Mmh. Il faudrait bien une petite side quest en vrai. Genre une petite quête qui permet d'ouvrir après sur la légende d'Arthur et de la table ronde, mais plus large. Ce serait stylé, non? En vrai. Comment je peux faire ça du coup? Les live écritures, c'est beaucoup de blanc aussi quand je parle pas. Ce qui est logique. Mais habituellement, il y a le chat habituellement, mais là du coup il y a personne aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est comme si je tournais des vidéos YouTube en fait. C'est des vidéos YouTube de 2 heures, mais tout seul. Euh, Et avec un meilleur matos. Et une meilleure interface. Ah, Issou. Euh... Oh. On peut faire quelque chose avec le Graal et tout le reste. Genre, en fait, il y a le Graal au fond du lac Viviane. Et il est du coup protégé par la fée Viviane, la dame du lac. Et par l'intermédiaire de cet artefact, alors les artefacts dans mon univers, c'est souvent des objets célèbres, par exemple, là du coup ça va être le Saint Graal, mais ça peut être, je sais pas, une épée d'un personnage célèbre, un livre célèbre aussi, un original du coup. Enfin, c'est des choses avec beaucoup de connotations puissantes. Et c'est en fait les artefacts vont servir de catalyseur pour booster les capacités de vie créée d'un individu. Du coup, là, le Graal, ça va être un catalyseur assez vénère, parce que ça reste le Saint Graal quand même, le Graal qui exauce les souhaits. Et genre, on peut faire que Viviane se sert du Graal pour invoquer les chevaliers de la table ronde face à une menace grandissante. Ça peut être un truc comme ça. Je sais pas. Est-ce que Viviane a des talents de prémonition? Tiens, c'est une bonne question. Je vais regarder.
Parce que s'il y a NF pour moi, comme ça on fait du rapport par rapport à l'histoire originale. Mais si c'est pas non plus grave, hein. Ce sera. Je switch. J'affiche Internet. Voilà. Comme ça, vous voyez ma recherche aussi. Alors. Dame du lac, la fée Viviane. Voyons voir les pouvoirs qu'elle possède. D'après- Alors, Viviane et la Dame du lac, oui, c'est la même personne. Oui, son background il est certes intéressant, mais là n'est pas l'objet de ma recherche. La Dame du lac dans les légendes de la table ronde. Oh oui, bon, elle est aigrie. C'est les cookies. Bon, je n'ai jamais reçu de cookies encore. Peut-être qu'un jour je recevrai un paquet. Où sont ses pouvoirs? C'est vrai qu'elle est liée à Merlin, elle. Merlin, c'est un quoi déjà? C'est une grande séductrice et elle sait utiliser ses atouts pour arriver à ses fins. Donc c'est une sorte de succube. On peut partir sur des bases de succube. Je dis succube, mais en gros, c'est genre tout le côté pouvoir que je cite par là. C'est pas forcément qu'elle soit une succube, quoi. Bah, ici, on dit que c'est une fée, donc bon, après, est-ce que les gens qui ont créé la légende arthurienne avaient connaissance des succubes? Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Mais vu comment ils ont fait, ils auraient tout aussi bien pu mettre une. Bon, après, succube, c'est fait moins sexy que fée dans l'histoire. Mais bon. Ah, attends. Carterait la zone de vie de sa sagesse. Hmm. Ah, fée, ça vient de fatum qui signifie destin ou fatalité. Ah, d'accord. Donc une fée, c'est quelque chose qui. C'est un être qui est donc très lié au destin, quoi. Oh, bah on peut jouer sur ça. On peut dire qu'elle a des pouvoirs liés au destin et à la fatalité et qu'elle, en invoquant les chevaliers de la table ronde, elle espère pouvoir renverser cette fatalité. Oh, allez, on part sur ça. On part sur une base comme ça. Alors oui, en effet, nous tirons les cheveux à quatre épingles comme pas possible, mais c'est comme ça qu'on fait des histoires. Autrement, en fait, on répéterait tout le temps la même chose et ce serait bah, hyper chiant, en fait. Du coup, dans la side quest, on va se contenter d'ouvrir les portes pour une prochaine histoire secondaire. Encore une histoire secondaire avec les chevaliers de la table ronde et le destin, la fatalité que Viviane a croisé dans ses prémonitions. Donc, on va dire que la fée Viviane lui est apparue. Bon, la fée Viviane apparaît du coup.
apparaît devant nos héros et leur fait une... On peut dire une prophétie à ce stade-là. Ouais. Parce qu'ils ont une fatalité, en général, c'est qu'elle va se produire, hein. Une prophétie. Si les chevaliers de la table ronde ne sont pas réunis pour lutter contre le mal qui se profile à l'horizon, le futur de l'Empire de Bretagne est voué à la destruction. Voilà. Donc en gros, la quête, ça va être de remplir le Graal d'énergie pour pouvoir l'activer. En gros, ça va être ça. Ça va être donner assez d'énergie au Graal pour pouvoir transférer tous les chevaliers de la table ronde à cette époque. Parce que là, Viviane, en gros, elle a réussi à juste transférer un au pif, et c'était Lionel Le Gaune. Mais il manque encore tellement de chevaliers. Je sais même pas combien il doit y en avoir. 12 au moins. Je sais pas. Je connais pas du tout la légende arthurienne. Enfin, pas du tout. Je connais les noms, ouais, vite fait, mais bon. Mordred, Arthur. Et qui d'autre? Il y a Lancelot du lac aussi. Il y a Gawain, Galahad. Bon, voilà. Je connais des noms, mais je connais pas les histoires derrière. Bon, voilà, on peut pas être bon partout. Du coup, en fait, ils vont profiter du problème actuel avec les esprits vengeurs pour en tirer de l'énergie et la transférer dans le Graal. Voilà, ça va être un truc comme ça va être une sorte de pacte comme ça, qui va faire qu'en échange de l'aide de, de Lionel de Gaulle, ils vont devoir transmettre une partie de l'énergie récoltée dans le Graal pour pouvoir aider à son activation. En échange de l'aide du chevalier et de la fée, ils devront les aider à se procurer assez d'énergie pour remplir. En vrai, remplir aussi ça marche. Pour remplir le Graal et invoquer les autres membres de la table ronde. Voilà. Donc ça, c'est la petite side story, comme ça, bien sympathique. Là, je vais juste... séparer un peu plus, comme ça. Voilà. On sait toujours pas où est le... le truc. Non. Vidéo, non. Elle est toujours... Bon. Mais...
Bon, j'étais en train de chercher où était la vidéo que j'avais enregistrée. Je demande la table ronde, ouais. Ok. Donc ça va être sur ça que les autres, enfin la personne de l'équipe d'Allemagne-Angleterre, c'est sur cette révélation, enfin sur cette décision qu'elle va apparaître en gros. Donc là on va revenir un peu dans le passé, mais du côté des autres. Alors, c'est l'accalmie dans le groupe. Alors, c'est pas l'accalmie, c'est le désordre dans le groupe plutôt. Et Anna est partie toute seule chercher la, le Riem pour en faire du pâté. Son collègue Duc s'en bat les couilles. Voilà. Fils de comte partout. Unfert, fils de comte, il s'en bat les couilles, lui. Bah, lui, il va continuer d'explorer de son côté, vu que Anna n'a pas donné, enfin, ne lui a pas donné d'autres consignes. Lui, il va continuer l'ordre de base qui était de surveiller, enfin, d'enquêter sur les esprits vengeurs. Lui, il va continuer de son côté, en gros, pendant que Anna part dans son délire. Onella, c'est l'amie roturière de Anna. Elle, du coup, c'est elle qui va partir chercher nos héros parce qu'elle sent que l'équipe est totalement éclatée et que si on n'a pas de l'aide, en fait, les voit à l'échec cette mission. Donc je vais juste noter quelque chose comme ça. Pendant ce temps, l'équipe de Anna, se brise en plusieurs morceaux. Anna part de son côté pour traquer le Riem. Comment déjà? Unfert, c'est ça, Unfert. Et Galahad continue de patrouiller les rues à la recherche d'indices. Et Onella a été ordonné par Anna de rester dans ces quartiers car euh, elle la juge inapte à la compagnie. Voilà. Onella cependant va quitter ces quartiers pour aller chercher de l'aide chez Helios et les autres chez Helios et l'équipe. Voilà. Hmm.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu Lucie, quand même. Ce serait bien, genre, qu'elle apparaisse là. Comme ça, on refait le lien et qu'on relance sur une nouvelle partie de l'histoire. Ça pourrait être bien comme ça. Ouais, pour faire un truc comme ça. Lucie va venir la voir quand elle entendra mentionner le nom de Lise. Ah, bonsoir, bonsoir Lionel. Et ensemble, elles chercheront où se cache notre équipe. Voilà, un truc comme ça du coup. Je save. Et on est pas mal comme ça, hein, écoute. Alors, qu'as-tu raté, Lionel? Tu as raté, ma foi, beaucoup de blabla, mais pas non plus grand-chose. Si on se focus que sur l'histoire, tu as en gros raté ça. C'est pas non plus énorme, on a surtout blablaté, ouais, j'ai beaucoup blablaté, en vrai, j'ai bien pris, une demi-heure rien que pour expliquer, des concepts de base. Enfin, des concepts de base, expliquer où on était. Donc ouais, tu pas non plus raté grand-chose. Mmh. Une fois l'équipe retrouvée, elles vont leur demander de l'aide pour résoudre cette enquête. Lucie les prévient par ailleurs que sa maîtresse Ereshkigal a été rappelée chez les siens pour juger c'est que sa capacité pour juger à quoi rappeler chez les chiens car Nargel, je crois que c'est son mari, mais je suis pas sûr. Je vais vérifier. Je crois que c'est Nargel ou Nargal, je sais plus. C'est Nergal, mince. Inverser les voyelles. Nergal. Internet galère un peu. Nergal. Ou c'est le frère, c'est le mari, c'est quoi? Je sais que ça avait un rapport avec les calamités ou un truc comme ça. C'est un dieu destructeur, ouais, ok. Ok, c'est plus une cohabitation qu'une relation vraiment
Tranché, d'accord. Du coup, c'est Nergal, du coup. Car Nergal, son collègue, on va dire, collègue, l'a dénoncé. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Évidemment qu'il y a plein de choses à rajouter, mais... Bon, alors ça, c'est divin, comment ça se passe? Allons voir comment ça se passe avec Anna, qui est, je vous rappelle, partie à la chasse au Riem toute seule, en état un peu... avec une mentalité assez fragile. Donc 100% de chance qu'elle échoue, hein, ou qu'elle tombe dans un de ses pièges. Anna retrouve le Riem et commence l'affrontement. Malgré le fait qu'un Riem ne se bat habituellement pas, celui-ci manie la vicrée avec dextérité et adresse. Parce qu'habituellement, un Riem ne cherche pas le combat plus que ça. Les Riem sont habituellement assez craintifs et vont préférer rester dans l'ombre que vraiment aller au front. C'est pour ça que c'est rare avoir un Riem qui maîtrise vraiment des vicrées de combat. Mais c'est le cas de notre Riem. Comment ça? Stamel, voilà, Stamel. Où Stamel réussit à battre Anna assez facilement. Parce que bon, ça reste un Riem même en combat, hein, du coup, c'est assez facile d'enrager l'adversaire quand il connaît déjà le point faible et du coup à la pousser à faire des erreurs grossières qui, bon, contre en combat contre une personne expérimentée, ça ne passe pas, hein. Voilà. Quand tu perds ton sang-froid, c'est mort. Bah, contre un Riem, tu gardes rarement ton sang-froid. C'est pour ça que c'est terrible de se battre contre un Riem. Il ne faut pas jamais. Si ça existe, ne vous battez jamais contre un Riem, hein, c'est terrible. Ah, la caméra s'est barrée. Ah non, elle est revenue. Ok, je pensais qu'elle était partie. Tant mieux si elle est là encore. Hmm. Stamel, et il va en profiter de ses failles psychologiques. Ne jamais se battre contre un Riem, hein, vraiment. Faut fuir en général les affrontements contre les Riem parce que c'est terrible. Oh, attendez.
Voilà. OK. Je save et on peut reprendre. Donc là, elle se fait capturer, hein, juste. Le Stamel pourrait buter Anna très facilement, mais ça n'engendrerait pas l'optimal au niveau chaos. Et optimal, c'est attendre ses collègues et pousser au moins le délire à avoir toute l'équipe tant qu'à faire. Il faut pas aussi qu'on a oublié qu'on a le cavalier, on a le Dullahan qui se balade en ville, là, hein. Pas oublier ce détail-là, hein. Bon, ok, maintenant qu'il est sous contrat, il maîtrise mieux sa puissance et il arrive à se rendre invisible aux yeux des mortels, mais ouais. Et je pense qu'on va les faire rencontrer Unfert et Galahad. Ça peut être intéressant. Quand ils se battent comme ça, en quiproquo. Ouais, on va faire un truc comme ça. Est-ce que je rajoute quelque chose pour Anna? Euh, Non. Elle se fait capturer et Stamel envoie un message aux autres membres d'Allman afin de les attirer dans un piège. Voilà. Pendant leur patrouille, Unfert et Galahad tombent sur le Dullahan. Attends, on lui a donné un nom, hein. Il s'appelle comment déjà le Dullahan? Aban, voilà. Aban, le... Bah, du coup, on sait qui c'est, vu qu'on l'a noté plus haut. Un combat s'enchaîne entre les deux factions. L'un croyant qu'ils font partie de l'équipe ayant libéré les esprits vengeurs, l'autre croyant que c'est un esprit vengeur. Voilà. Quiproquo classique, voilà. En plus, l'Indulahan, c'est assez vénère. C'est quand même un messager apportant la mort, hein. Voilà. On reste dans le thème, dira-t-on. Hmm, ça fait déjà 1 heure de live, incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter?
Mmh, là, je commence à sentir un potentiel chemin se dessiner pour mener, au goal qui est, de partir en coups dans des enfers mésopotamiennes, mais, on est encore un peu compliqué, hein. Je sais pas, est-ce que, Liolio, tu as des choses à proposer éventuellement? Des petites idées qui pourraient, potentiellement, rentrer dans l'histoire? Pas spécialement, OK. Est-ce que toi, si tu lisais une histoire qui parlait de tout ça, là, tu trouverais ça cool? Est-ce que tu kifferais lire une histoire où ça parle de tout ça, là? Ça parle des chevaliers de la table ronde, ça parle de dieux mésopotamiens, ça parle d'esprits vengeurs, ça parle de du Lahan. Enfin, ça part en couille, quoi, comme Vicrey, c'est ça, hein, c'est on reste cohérent, mais plus ça va, plus on est sur du des crossovers improbables. C'est vachement varié. Nick, nice, cool. Vivement que tu puisses acheter le tome 1, enfin le livre 1. Au moins tu auras un truc physique. Ce serait stylé en vrai. Bref, revenons-en à notre, petite histoire. Mmh, donc pour l'instant, on a des esprits vengeurs, une déesse mésopotamienne, un fantôme d'une amie d'enfance, un chevalier sans tête et un chevalier de la table ronde croisé avec un viking. On est pas mal. On est pas mal au niveau variété de perso. Bon, donc ils se battent. Il nous faut un élément déclencheur qui permet de retrouver un Anna. Bon, ça c'est facile, ça va être le message que Stamel va envoyer. Et un autre qui permettra à nos héros d'aller se fight en enfer pour la deuxième fois. Oui, parce que dans le tome 2, ils vont déjà en enfer se fight. Ah ouais, ouais, le tome, ouais, bah, Vicrey. Euh, donc, on partirait sur peut-être quelque chose comme. Hmm, genre un désistement de Ereshkigal qui va mener du coup à la prise de pouvoir de Nergal en enfer.
Et tout le but, ça va être de vite retrouver Nergal afin d'éviter qu'il débloque, enfin qu'il récupère une nouvelle source de pouvoir à partir du cadavre de son père ou grand-père. Je sais plus. Je crois que ça. Attends, je connais pas assez la mythologie mésopotamienne pour savoir, mais bon. De ses ancêtres, voilà, de son ancêtre, pas lointain. Donc soit on part sur un truc comme ça, soit Nergal étant un dieu infernal, il décide juste de venir directement sur Terre pour niquer d'abord tout avant de récupérer la puissance de Han pour ensuite prendre la place du chef des dieux. Ça pourrait être comme ça aussi. Je pense qu'on va plutôt partir comme ça parce que j'ai l'impression que si on fait le premier schéma, ça va être un peu redondant par rapport au tome 2 qui est aussi une traversée de, des enfers pour battre un dieu. Du coup, je pense que ça fait un peu trop redondant. On va plutôt partir sur une descente de dieux infernaux en mode, Jojo Stardust Crusader. Et bah, on va partir sur un bon gros fight. Hein. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. Et, euh, et ce qui est encore, ça va être encore plus fun, c'est que du coup, le fait que Nergal il monte sur Terre en mode divinité destructrice, ça va faire que il va libérer énormément d'énergie et que cette énergie peut être récupérée dans le Graal pour invoquer les chevaliers des tables rondes. Et on a une boucle qui est bouclée. C'est magnifique. Attendez. J'arrive. Hein. Voilà. J'avais un truc dans le nez. Bon, moi, je pense qu'on va plutôt partir sur la deuxième solution, du coup. Sur le fait que Nergal va venir... peut-être pas avec les autres dieux infernaux, parce que il a quand même un honneur de dieu à respecter. Il va quand même pas se dire, j'ai quand même pas besoin de ramener tous les dieux infernaux pour niquer la gueule à quelques mortels, tu vois. Du coup, je pense qu'il va venir tout seul. Et il va se dire, je vais buter Ereshkigal et tous les mortels qui sont témoins, et toute la ville en fait, tout le pays même. Il va buter tout le pays, tant qu'à faire. C'est un dieu, un dieu, ça reste dans des mesures divines. Voilà, lui, il ne bute pas, il ne détruit pas une ville, il détruit un empire entier, voilà, dans l'idée. Bon, évidemment, on connaît l'histoire. Il ne va pas détruire l'empire, voilà. Non, 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 non. Oh bah attends, c'est terrible autrement. Il peut faire des dégâts vénères à l'empire, ce qui fait que le fait qu'il soit confronté à une crise provoquera un boost en technologie peut-être. Ça peut être intéressant vu comme ça pour la suite de l'histoire. Ça peut être intéressant. Faut voir. Faut voir, faut voir, faut voir. Alors, qu'ils se battent. L'équipe d'Helios vient les arrêter.
Et dans la foulée, ils reçoivent le message de Stamel leur indiquant un lieu de rendez-vous. Rendez-vous si ils veulent récupérer Anna. Voilà. Donc, ils se divisent. Donc, l'équipe anglaise va chercher Anna avec Unfert à la tête de l'opération. Ce qui va le déplaire, hein, parce que lui, à la base, il était venu dans l'Allemagne pour fuir toute forme de responsabilité. Parce que Unfert étant un fils de comte, s'il prenait la succession, il aurait plein de responsabilités, et donc il devait donner plein d'ordres. Et en rejoignant l'Allemagne, il voulait justement éviter toute cette responsabilité. Et le fait qu'il devienne le chef d'équipe temporaire même va lui faire prendre conscience que parfois, on ne peut fuir les responsabilités dues au statut d'un noble, et ça va le faire avancer à ce niveau-là. Réponds vite fait un message, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Ça va être ça, en gros, le déclic psychologique pour Unfert. Galahad, lui, étant le majordome, il n'a pas spécialement de développement psychologique à faire, parce que de base, Galahad est un servant de la famille d'Unfert qui est dédié corps et âme à leur protection. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à ce côté-là. C'est plus après, il faudra gérer la relation entre Anna et... merde, je l'ai appelé comment déjà? C'est son ami là. Onella. Faudra juste, après, il faudra juste gérer cette relation-là. Faites des opérations, ce qui est à l'encontre de son idéal. Mais cette expérience ça va lui faire prendre conscience que parfois on ne doit pas fuir ses responsabilités. Voilà. Donc, bon, bah, je résume vite fait, hein. Après le sauvetage d'Anna, principalement grâce à Onella, les deux filles vont renouer le lien d'amitié fort qu'elles avaient en étant jeunes. Et donc Anna va comprendre que vouloir atteindre
Un objectif social n'est pas à payer, au prix d'une amitié sincère. Voilà, en gros, hein, c'est ça l'idée de base. Donc ça va être le développement du côté des English. Maintenant, du côté de Helios. Eh bien, on va être sur du quelque chose un peu plus large, hein. Ouais, 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 hein, je pense. Déjà, je vais fermer ça et ça. Peut-être pas ça, mais voilà. Alors, bon. Du côté d'Helios, ils vont retrouver Ereshkigal qui a fui dans le monde des humains pour échapper à la punition des dieux, quoi. Enfin, à la punition des dieux qui est traduite par, enfin, qui est transmise par Nergal parce que vu que c'est Nergal qui prend sa place, ça va être Nergal qui va prendre la responsabilité de punir la personne incompétente. Voilà. De leur côté, Eliosenko retrouve Ereshkigal qui a fui l'assemblée des dieux avant que son sort soit scellé. Peu de temps après, Nergal apparaît et alors commence un combat contre lui. Est-ce qu'on peut dire les effluves? Non, les ondes de choc plutôt. Les ondes d'énergie dégagées par cet affrontement va permettre à Viviane d'activer le Graal à pleine puissance et d'appeler une grande partie des chevaliers de la table ronde. Des chevaliers arthuriens, je vais marquer, pour changer un peu. Évidemment, ça ne va pas être les chevaliers conventionnels, hein. Tu as bien vu qu'on avait un viking chevalier torse nu plus haut. Tu te doutes bien qu'on va pas se trimballer les chevaliers de base. Bon, est-ce qu'on décrit les chevaliers maintenant?
Que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, écrire tous les chevaliers, ça risque d'être très long et je connais pas tous leurs noms. Hmm, non, je pense que je vais pas faire. Je pense je vais garder ça pour une autre fois. Et on va essayer juste de boucler la trame principale. Enfin, la trame, la storyline, quoi. La storyline qui fait pour l'instant, ouais, bien 2 pages, quoi. Bon, c'est assez standard, hein, 2 pages. En vrai, de résumé. Franchement, ouais. En plus, ça, c'est bien, bien résumé, hein. 2 pages, c'est court. Pour mon tome 2, je l'avais beaucoup détaillé, la storyline, et je- j'étais autour des 160 pages, je crois. Après, j'avais mis beaucoup de détails pour le tome 2, vu que ça parlait de la mythologie grecque et je connaissais bien cette mythologie, donc c'était pas trop dur de rajouter des détails au fur et à mesure. Mais ouais. De toute façon, là, ce truc-là, l'arc Angleterre, ce que j'écris à côté, quand je commencerai à écrire le tome dédié à cette histoire, je vais réouvrir un document et je vais recommencer, en reprendre des trucs, des notes. Parce que là, j'ai juste, en gros, la trame dans les grosses lignes, quoi. J'ai juste le squelette grossier. C'est pas avec ça seulement que tu fais une histoire, hein. Oh non. Déjà, rien que les persos, voilà. Rien que les persos, vous avez vu comment c'était. Rien que créer les persos, ça te bouffe un temps fou. Et c'est pas dans la trame principale, c'est en plus à côté. Est-ce qu'on les fait vraiment agir, les chevaliers? Oh, ils peuvent venir genre en support. Hmm, Nergal invoque aussi de nombreux esprits vengeurs puissants et nos héros se retrouvent débordés. Mais grâce à l'aide des chevaliers, ils peuvent se concentrer sur le dieu. Après une escarmouche violente, Nergal fuit aux enfers pour récupérer. Après avoir rejoint le palais, Nergal, dans un accès de confiance, un excès ou un accès de confiance, je sais jamais. Un excès de confiance, non? Un excès de confiance balance tout son plan parce qu'il est débile. Excès, ok. Balance tout son plan à la figure de nos héros. Cependant,
Il n'avait pas prévu que les autres dieux écouteraient en secret la conversation. Il se fait alors appeler de force devant la tribune divine et se fait bannir dans le cycle. Dans bannir, c'est pas comme ça, il y a combien? Il y a peut-être 2 N? Je sais plus. Ah, il y a 2 N, ok. Dans le cycle des réincarnations, sans aucun espoir de revenir à son statut de dieu. Magnifique comme punition. Bon, c'est grosso modo la fin, ça. Après, évidemment, on peut partir sur une histoire encore plus longue, mais je pense que c'est déjà pas mal hein, pour ça, là. En vrai, c'est le premier jet, ce qu'on appelle, hein. En gros, c'est la première version, mais quand j'écris, quand tu écris, en général, tu suis rarement étape par étape ça, t'en rajoutes tout le temps une ou deux, t'en supprimes d'autres, tu modifies certaines. Et puis même, des fois, il y avait des storylines que j'ai faites, j'ai écrit de mon côté, puis après, quand j'ai relu ce que j'avais écrit de base, je me dis, mais c'est pas du tout ça. Voilà, c'est. Donc ça, c'est la première version. Elle est assez sympathique, ma foi. Je la trouve plutôt bien. Elle se lit, quoi. Elle est bien sympa. Après, il faudra travailler les détails, mais les détails, c'est les détails. Ça se travaille au fur et à mesure. Voilà, bon, on a fait un bon boulot, les gars. En 4 lives, on a fait ça. C'est quoi, c'est 8 heures? Non, peut-être 7 heures. En 7 heures, faire ça, c'est pas mal, hein. Franchement, on est bien, hein. Pour un sujet que je maîtrisais pas tant que ça. En plus, en faisant des recherches aller-retour. Non, attends. 7 heures. Attends, faut quand même enlever les fois où. Peut-être plus 5. En 5 heures d'écriture, avoir un résultat comme ça, c'est pas mal. Ouais. On est plus sur 5 heures que 7 heures. Parce qu'il faut retirer les fois où je joue au Pong et puis des trucs comme ça, quoi. Bon, bah, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. On a fait quand même un petit live sympa, hein. 1h40, ouais. Bah là, je vais pas me lancer dans l'écriture d'autre chose, hein. On va s'arrêter là pour cette fois. Et on verra la prochaine fois ce qu'on a fera. On a plein de possibilités hein, pour creuser ça. On a les personnages à faire, on a la documentation sur la légende arthurienne à préparer aussi. Enfin, la documentation, se renseigner dessus, quoi. J'utilise des mots savants, mais en gros, on va vite fait voir comment. Bah, on va faire comme ce qu'on a fait pour Lionel de Gaulle, ça veut dire on va regarder vite fait les actions de chaque héros de la légende arthurienne qu'on veut utiliser. Et on fera un listing avec des caractéristiques de personnalité, avec une personnalité, des pouvoirs et tout ça, quoi. Bon, allez, je vais mettre fin à ce live. Je vais poster sur la chaîne YouTube les VOD.
de ce qu'on a fait. Et je pense qu'on est pas mal, hein. Bon, pour avoir à faire ça, c'est bien. Oh, franchement, ouais. Allez, salut, à jeudi. Oh,